Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Déo et Débat. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de recevoir 5 invités, 5 amis, 5 chrétiens engagés dans la société. Et avec eux, nous allons parler du monde qui nous entoure, de l'actualité en France en particulier. Je ne sais pas très bien vous dire de quoi nous allons parler au total, puisque ça dépendra du fil que prendra la conversation, mais il ne manque pas de sujet. Avec nous, donc, sur le plateau ce soir, Jérôme Vignon. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Merci d'être venu. Donc, Jérôme, à la tête de l'Observatoire national de la pauvreté et des exclusions. Peut-être un mot sur la mission ou sur le travail que vous menez en ce moment ? Oui, il accompagne la loi dite Geneviève Antonios de Gaulle depuis 1998, une loi qui fonde la lutte contre la pauvreté sur l'accès aux droits. Mais est-ce qu'il y a accès effectif aux droits ? C'est le rôle de l'Observatoire de le dire. Et ce n'est pas toujours le cas. Et on tend vers... Mais c'est toujours difficile. Donc il faut à la fois dire qu'on en est loin, mais en même temps qu'il y a des moments où ça progresse. Merci en tout cas d'être avec nous. Avec nous également Pierre-Marie Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Donc CIO, patron, directeur général d'Aletheia. Un mot déjà pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore Aletheia pour nous dire ce que c'est. Aletheia, c'est un site mondial, catholique, qui est un quotidien, mais enfin quotidien ne veut plus rien dire sur Internet, donc disons que c'est un instantané, qui existe en 8 langues déjà, et qui est aujourd'hui, de très loin d'ailleurs, le premier site catholique mondial, avec plus de 18 millions de sessions chaque mois, et 140 millions de posts sur les réseaux sociaux chaque mois, qui est assez considérable. Et notamment auprès d'un public jeune. Ou alors... C'est ça l'énorme surprise d'Aletheia, c'est grâce aux réseaux sociaux, etc., la courbe d'âge des visiteurs d'Aletheia est plus nombreuse chez les 18-35 ans que chez les 50, 70 ans, 80 ans, ce qui est très rare dans la sociologie du monde catholique. Absolument. Et il y a des vrais débats et il y a une vraie vie. Il y a une vraie vie communautaire des jeunes du monde entier sur Aletheia. Ça se passe un peu comme ici, avec des opinions parfois divergentes, etc., mais très amicales. Et c'est quelque chose qui porte vraiment du fruit en ce moment. Merci d'être là, en tout cas, Pierre-Marie. Avec nous aussi, Tugdual Derville, que nos téléspectateurs connaissent bien. Tugdual, délégué général d'Alliance Vita. Une actualité particulière ? Peut-être un peu moins joyeuse, parce que j'ai un peu ferraillé contre le délit d'entrave que le gouvernement a cru devoir imposer, comme c'était une urgence du jour, et délit d'entrave par rapport aux informations dites faussées sur l'avortement qui viendraient, d'après le gouvernement, empêcher les femmes d'y recourir. Voilà, on s'est battu contre une forme de censure. Et puis aussi d'une sorte de pensée unique. Je ne sais pas si vous avez entendu Laurence Rossignol qui disait que l'avortement n'interrompait pas une vie. Et que c'est assez stupéfiant de se rendre compte qu'il y a un déni du réel dont sont victimes les femmes. Donc voilà, je suis assez triste en tant qu'homme aussi de voir... En même temps, le texte est passé. Du coup, vous continuez à vous mobiliser ou... Oui, on est en train de faire une action en justice qu'on a annoncée hier, qu'on a lancée hier auprès du tribunal administratif de Paris pour faire injonction au site gouvernemental d'enlever de ce site ces informations faussées qui vise à encourager finalement l'avortement en prétendant qu'il n'y aurait aucune séquelle ou en ne mettant pas à jour aussi le guide des informations pour les femmes. Donc finalement, c'est la réponse du berger à la bergère. On essaie de prendre au mot le gouvernement de ce mot de désinformation, comme si il y avait une police de la pensée qui devait nous étouffer. Bon, ce ne sera pas étouffé, bien sûr. Voilà, c'est pas une information très joyeuse. Nous avons publié un article, nous, grâce à vous d'ailleurs, soulignant que le site qui désinformait le plus sur l'avortement, objectivement, sur le plan strictement scientifique, c'était le site du gouvernement. Alors avec nous aussi Jean-Louis Schlegel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Alors sociologue des religions bien connu, mais avec une mission depuis une année. Vous avez repris la direction. Voilà. Depuis une année, il y a une nouvelle équipe qui dirige la revue Esprit. Alors je suis avec Antoine Garapon, le directeur de la rédaction. Alors Esprit, j'allais dire Esprit est Esprit. Juste numéro de janvier sur... la prophétie, est-ce que la prophétie, et on est parti carrément du sens biblique, est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle encore en politique, c'est-à-dire à une époque où tout est dans le présent, est-ce qu'on a encore le droit et la possibilité de parler d'un avenir, et comment ? Alors le numéro de février, c'est sur les drogues. Le numéro spécial de mars-avril, ça sera repenser la technique, c'est-à-dire on a pensé qu'il fallait quand même peut-être dire un peu d'une
la technologie a sacrément changé. Alors, est-ce qu'on peut penser autrement, mettons, que M. Heidegger, enfin, qui voyait la fin de tout voilà, donc c'est un gros numéro qui aura pas mal d'orientation de pensée. Puis, il y en avait des numéros en vue du genre la difficulté du jugement aujourd'hui. Hein, c'est quand même un assez gros problème. Et aussi, peut-être dans les mois qui viennent, un peu, ce qu'on sent un peu quand même, la fin des droits de l'homme comme critère en politique. Hein, comme une espèce d'absolu. Au fond, on a l'impression que les droits de l'homme nous laissent un peu l'idée que peut-être bien que des régimes autoritaires et dictatoriaux réussissent bien mieux que la démocratie et ses droits de l'homme. Et pour nourrir sa réflexion là-dessus, il faut donc s'abonner à la revue Esprit. Exactement, la conclusion, actions, vous la faites excellemment. Et avec nous, Guillaume de Prémar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Philippine. Merci d'être venu. Donc Ictus, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, je suis délégué général d'Ictus, qui est une association qui est au service de l'engagement civique des catholiques. Donc, engagement politique, social, culturel. Un service qui se concrétise comment ? Formation, d'une part, et d'autre part, soutien aux initiatives, mise en relation, mise en réseau des acteurs qui souhaitent s'engager. Et par les temps qui courent, donc une activité dense ? Une activité dense de formation, anthropologie, doctrine sociale de l'Église notamment, formation à l'action politique également, formation à l'action culturelle. La question de la culture est importante, aujourd'hui on le voit bien. Et comme actualité, si je peux me permettre, allez-y. La revue Permanence, la revue d'Ictus, un bimestriel qui vient de paraître, sur le thème de la dissociété. Cette société de l'individu dissocié, nous sommes repartis de ce constat assez frappant de Pierre Manant dans Situation de la France, quand il dit « Nous avons livré toutes les composantes de la vie sociale à la souveraineté illimitée de l'individu particulier ». Et ça, c'est la société de l'individu dissocié, la dissociété. Jacques Généreux utilisait ce terme. Et donc, nous avons travaillé le fond de cette dissociété, savoir ce qu'elle impliquait et quelles pouvaient être les pistes pour refaire un lien social et refaire du commun, de la culture commune, de l'action civique commune. Et alors, si on cherche la revue ? Alors, la revue sur le site d'Ictus, ictus.fr, ICHTUS. Merci. Voilà, alors messieurs, merci beaucoup d'abord d'être venus. Merci aussi de nous avoir présenté vos actualités. Comme ça, nous les avons tous en tête et maintenant nous allons parler d'autre chose, puisque vous savez que la particularité dans Des hauts et des bas, c'est que je ne vous ai pas invité ce soir parce que vous seriez l'un ou l'autre spécialiste d'un des sujets de l'actualité, mais simplement parce que ce que nous voulons dans Des hauts et des bas, c'est échanger entre chrétiens qui essayent de réfléchir au monde qui nous entoure, aux questions d'actualité, aux défis qui sont ceux aussi de notre société. Vous avez manifestement, il ne faut pas être grand clerc pour le deviner, d'après vos parcours aux uns et aux autres, des sensibilités qui peuvent être différentes. Et en même temps, c'est intéressant que cette réflexion, eh bien, elle se nourrisse, y compris de nos contradictions ou de nos points de vue différents. Alors, des sujets d'actualité, il n'en manque pas. Je le disais au début, il n'y a pas de sommaire véritablement dans cette émission. Peut-être ce qui est un peu préoccupant parmi d'autres sujets de préoccupation, c'est de voir à la suite, une fois de plus, d'un fait divers, c'est-à-dire de l'affaire de Théo. Alors, nous, ici, chez KTO, nous préférons laisser à la justice le temps de donner la conclusion ultime de cette affaire et l'ordre des responsabilités, parce que c'est toujours très rapide. Mais dans tous les cas, le fait qu'un jeune se retrouve à l'hôpital est absolument déplorable et triste. Ce qui est curieux, c'est l'embrasement qui s'ensuit, la récupération aussi par certains groupes qui ont envie d'en faire. Pour les uns, l'occasion de tout casser. Pour d'autres aussi, une récupération politique. Vous avez suivi ça comment, cette espèce d'emballement, comme on l'a vu en 2005, comme on l'a vu en 2003, comme on l'a vu aussi dans les décennies précédentes. Une question, une personne, et puis dans les quelques jours qui suivent, on a l'impression que c'est une tache d'huile qui se répand dans les quartiers, comme l'on dit, ou dans les banlieues. Vous avez regardé ça avec attention ? Oui, je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis de cette émission, mais pour moi, même si c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, car je n'habite pas en 93 et je ne suis pas policier, mais il me semble que c'est un de ceux qui touche le plus fort la conscience chrétienne et pourtant Dieu sait qu'il y a aussi des sujets aujourd'hui qui sont graves. Moi, je le vis en tant qu'observateur, effectivement, de la question de l'exclusion et de la pauvreté. Je le vis comme la répétition d'une sonnette d'alarme qui est régulièrement tirée pour la société française particulièrement. Vous avez évoqué 2005, mais ça vient encore plus loin.
Parce qu'après tout, ce sont là c'est une partie du drame français qui se joue. Ces banlieues, c'est ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles. Depuis 2005, on fait l'objet d'une attention considérable. Des politiques de la ville se sont chaque fois renforcées de quinquennat en quinquennat. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Et pourtant, si on s'en tient au constat des données simplement matérielles, chiffrées, on voit que la question de la discrimination est toujours aussi forte. C'est ce que nous disent les enquêtes comme celle de l'Institut Montaigne et plus récemment le France Stratégie. Donc il y a évidemment une réalité de difficulté d'accès à l'emploi. Ce qui me frappe dans cette situation, c'est que le trafic de la drogue, il se développe parce qu'il n'y a pas d'autre véritable économie qui est suffisamment ouverte. On a des zones dans lesquelles on peut multiplier par 2 dans ces zones urbaines sensibles, comme Montfermeil ou Aulnay-sous-Bois, toutes les données moyenne française, du taux de pauvreté, du taux de chômage des jeunes, de l'accès des femmes d'origine étrangère à l'emploi. Toutes les données en moyenne nationale sont à multiplier par 2 quand on est dans ces zones. Et donc, quand je pense à la question des périphéries, thème vers lequel le pape François nous invite à nous approcher, à en faire un sujet de notre vie chrétienne, eh bien, je me dis, nous avons en France cette périphérie, c'est la nôtre, ce sont nos enfants. Chirac avait dit, il avait parlé en 2005, lorsqu'il y avait eu tant d'émeutes de jeunes noirs en particulier, il avait essayé d'ouvrir les bras à ces enfants de la République. Je pense qu'il avait vraiment eu le bon réflexe. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore, d'une manière collective, car ce n'est pas seulement une question de politique publique, suffisamment ouvert nos bras à ces enfants de la République, quand je vois le délabrement économique, social de ces quartiers. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais rebondir sur la question de la drogue, parce que c'est vrai qu'on parle des banlieues, il faut parler de choses assez concrètes, en effet. Vous parliez d'une économie qui est en place. J'entendais un père de famille d'Aulnay-sous-Bois à la télévision s'exprimer de manière assez véhémente contre la police, et à un moment il disait, mais faut-il attendre que l'on tire sur nos enfants ? Et il y avait une sorte de dramatisation de la situation. On avait le sentiment que les enfants des banlieues étaient sous la menace des tirs des policiers, comme si c'était une réalité quotidienne. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette réflexion, au-delà de la question de la victimisation, c'est que cette personne, je pense qu'un père de famille d'Aulnay-sous-Bois devrait davantage se soucier de savoir ce qui met en danger ses enfants, concrètement au quotidien. Ce sont davantage les trafiquants qui lui proposent une vie facile dès l'âge de 10-12 ans, avec le guet, etc., avec des revenus, avec toute une économie qui se met en place, en effet, et que ces enfants sont bien davantage en danger avec le système de vie, le système économique de la drogue qui est en place dans ces quartiers et qui sont actuellement les maîtres, d'une certaine manière, d'un certain nombre de blocs, d'immeubles de ces quartiers. D'une part, parce qu'il ne faut pas croire, je crois, que un quartier de banlieue soit une espèce de zone totalement exempte de toute règle, de tout droit. Il n'y a pas de zone de non-droit. Il n'y a aucune collectivité humaine qui n'ait pas de mode de régulation de la violence, des comportements, de la vie sociale, des différends, etc. Simplement, nous sommes dans des quartiers où les modes de médiation, de régulation sont tout autres que ceux de la loi, d'une certaine manière. Donc il y a une police dans les cités, mais cette police n'est pas celle de la nation. Cette police est celle des trafiquants, d'une part, et ils jouent un rôle très très important, et d'autre part, il y a aussi une police des comportements qui est là de nature religieuse, et qui est quelque chose qui se développe de plus en plus. Nous sommes donc face à des populations qui sont sous l'emprise, avec le règne d'une peur et d'une omerta, de ce type de police et des trafiquants, et pour résumer, des barbus, comme on dit. Et je pense qu'il y a une question profonde sur les banlieues qui tient à l'exclusion sociale dont parlait Jérôme Vignon, qui tient à la culture, à la question de la culture, de l'éducation, de l'emploi, du travail, bien évidemment. Mais il y a une question immédiate, et il me semble que rien ne sera possible si on ne libère pas ces territoires des polices parallèles qui sont en place à l'intérieur de ces quartiers. Et je crois que c'est un préalable de court terme. Rien ne sera possible sans cela. Oui, moi, je ne sais pas ce qui me préoccupe le plus depuis que ça a éclaté. D'ailleurs, je remercie Jérôme de me rappeler que c'est peut-être une question pour les chrétiens. C'est vrai que je ne l'avais pas tellement perçu en ce sens-là, parce que
Bon, je me dis, c'est un des multiples problèmes qui se posent régulièrement. Alors, on a toujours ce sentiment d'impuissance avec, j'allais dire, ces banlieues-là, hein, pour parler comme ça. Non, ce que je ne comprends pas bien, et en même temps, je reconnais que j'oscille complètement dans mes sentiments, c'est sur les rapports entre la police et la jeunesse, globalement, des cités. On a vraiment l'impression que on a progressé, mais absolument en rien depuis 2005 et même depuis plus longtemps. Moi, j'avais pensé à un moment, je dois dire, je me demande quand même pourquoi on ne tente pas quelque chose qui m'avait quand même semblé, dans mon souvenir, avoir marché un tout petit peu. C'était la police de proximité, hein, qui a été supprimée par M. Sarkozy en 2003 quand il est devenu ministre de l'Intérieur. On n'a jamais trop su pourquoi. Peut-être parce qu'il avait une conception plus autoritaire des choses, hein, des rapports entre la police et puis, au fond, la population des cités, je ne sais pas. Efficacité, on envoie les policiers là où il y a un problème. Alors que la police de proximité, et c'est là où c'est une solution, c'est qu'elle est là où il y a, parce qu'elle est là, il y a pas de problème. Disons, voilà, merci de le rappeler, mais disons, j'ai souvent pensé à cette histoire, rien que le mot a quand même police de proximité, rien que le mot, l'expression a quelque chose d'intéressant quand même, quoi, hein, puisque dans ces affaires-là, je crois d'ailleurs pas mal aux solutions pratiques, quoi, hein, beaucoup plus qu'à des grandes politiques. La politique de la ville, moi j'ai l'impression d'un vaste échec. Je ne sais pas. Mais ça serait une discussion à avoir, quoi. Hein, mais je vois quand même de ci, de là je sais pas quoi, je ne sais pas, des protestations assez fortes contre je sais pas, c'est l'instrumentalisation de cette politique, quoi. Hein, c'est-à-dire les politiques locaux en place l'ont beaucoup utilisé, au fond, au profit de leurs élections et de leur réélection, hein, pour faire court. Il n'est pas exclu que ce soit encore le cas dans la campagne que nous vivons, d'ailleurs. Moi, j'étais très frappée dans les jours qui ont suivi, et encore une fois, sans s'avancer sur les conclusions de l'enquête concernant l'arrestation du jeune Théo, j'étais très frappée de voir à quelle vitesse l'ensemble des médias, quel que soit leur tempérament, a décidé quand même que les policiers étaient les méchants. Et ça m'a pas mal frappé après plusieurs semaines et plusieurs mois, au cours desquels, du fait de l'état d'urgence, on a beaucoup parlé de la difficulté de vie des policiers, Philippine, enfin, je veux dire, moi, je vous rejoins un peu, ça a été mon sentiment, et qui va, d'une certaine manière, contre mes sentiments plus rationnels, si vous voulez, qui seraient peut-être plutôt de défendre... j'allais dire les jeunes, quoi. Enfin, disons, le fait que les policiers sont trop pressants. Vous seriez plutôt du côté de l'ado que du flic. Sur les médias, je reconnais que j'ai ressenti les choses comme vous. Je ne généralisons pas en disant les jeunes. On a le sentiment les jeunes concernés. On a le sentiment de risquer d'être manipulé. Enfin, moi, je vois que par rapport aux faits divers qui deviennent des éléments de l'histoire, je crains toujours qu'ils fabriquent cette histoire et qu'ils enveniment et que finalement ça rapporte à tous ceux qui gèrent au fond et qui jouent sur des humiliations. Et je pense qu'il y a deux humiliations qui se font face. Les policiers se sentent humiliés à force de se faire insulter, quand on a vu le slogan de Nuit debout quand même, enfin les slogans, un certain nombre de slogans extrêmement haineux, moi j'étais frappé de voir le contraste avec les grandes manifestations d'après les premiers attentats où la police était applaudie. Il y a une humiliation, et dans les quartiers, je crois qu'il y a une immense humiliation. Et effectivement, la racine de cette humiliation, sans doute, est à voir plus profondément encore que dans l'emploi, qui à mon avis est majeur, dans le rôle des pères, dans la famille. Et quand un père n'a pas de boulot, quel modèle est-il pour un fils qui va se retrouver bien à être embrigadé dans ce qu'il peut rapporter? Alors, au début de cette émission, je me disais j'aurais préféré venir et échanger ma place avec deux de mes enfants, deux de mes fils, qui ont vécu dans les quartiers. C'est-à-dire que sur un sujet pareil, je pense que je peux avouer, peut-être, nous avons, y compris ceux qui sont plus experts peut-être, une sorte de d'effarement d'impuissance devant ce qui est en train de se jouer. Et devant cette violence qui sourd un peu partout, cette haine tout de même, hein, exprimée, y compris entre des groupes, sans qu'on soit capable de déterminer finalement qui a commencé et quelles sont les racines les plus profondes. Alors, le mot de proximité, moi c'est celui qui me vient le plus. Les moments où j'ai vécu des événements forts dans les quartiers, dans ces cités-là, c'est
avec un bras ouvert dans la rencontre avec des personnes confrontées au handicap. Et là, la médiation, la fragilité du handicap de ces amis qu'on allait voir pour les emmener ensuite en week-end en vacances, faisait effacer tout le reste. Toutes les différences culturelles, sociologiques, qui sont tellement fortes. On pouvait se rencontrer de personne à personne sans être Parce qu'il y avait la souffrance du handicap qui ne ment pas. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est de la proximité. Du coup, j'ai envie de dire, au-delà même du fait divers qui me matère et sur lequel je ne sais quoi dire, finalement, encourageons cette proximité. Tous ces lieux, et en tant que chrétien, je suis émerveillé de voir que le Rocher, tel ou tel groupe de communautés dans des quartiers difficiles, chrétiens, avec une présence discrète, la fondation aussi, Espérance Banlieue, qui se coltine cette réalité. J'aime bien la phrase de Saint Paul aux Galates, « Ah, comme j'aimerais être près de vous, pour adapter mon langage, car je ne sais comment m'y prendre avec vous. » Et ceux qui sont près de cette réalité, peut-être nous donneront des modalités d'espérance, avec la médiation d'une association, je pense au Père Jaouen quand il l'emmenait dans un bateau. Le bateau est aussi un lieu de médiation pour la rencontre. Mais jusqu'alors, c'est un affrontement culturel dans lequel nous avons l'impression, je ne sais pas si Jérôme est d'accord, d'être impuissant. C'est un affrontement culturel, mais à l'intérieur d'une société qui est la nôtre. Et tout a montré, après les événements de 2005, que derrière cette violence, et en particulier celle qui s'attaquait aux écoles, aux mairies, à tout ce qui est justement censé produire de l'intégration, du vivre ensemble, que c'était un profond désir de faire partie de cette société qui s'exprimait là, et qui, faute d'avoir une issue, s'exprimait de façon violente. Mais tu as raison, enfin, je voudrais renchérir sur les exemples positifs, le Rocher, l'école de la deuxième chance, qui sont très nombreux de succès pour justement recoudre le tissu social et faire que nous soyons tous de la même société mais différents. Il y a beaucoup de choses qu'une conscience chrétienne peut mettre en avant, qui sont déjà des réponses, certes pas suffisantes, mais qui montrent une expérience par rapport à cette question des banlieues françaises. Il y a d'abord, maintenant, on sait que s'il faut dépenser de l'argent, ce n'est pas principalement dans des constructions dures, dans du béton, dans des routes, dans de l'infrastructure, mais c'est vraiment dans ce qu'on appelle la ressource humaine, la ressource associative. Or, pour l'instant, le rapport entre ces deux dépenses est de l'ordre de 1 à 4. Mais partout où on a pu encourager les associations, les caisses d'allocation familiale, Pôle emploi, les écoles, c'est le réseau de proximité dont oui, parlait c'est ça. Jean-Louis. Mais alors, ce réseau est beaucoup plus riche qu'on ne pense. Il n'y a pas que les policiers, mais c'est Jean-Marie Doutoligne, c'est le président de l'UNIOPS, la fédération de toutes les œuvres sociales, qui disait, il disait ça au début de l'année dernière, je donne mandat aux 50 000 associations qui composent notre tissu social dans le domaine de la santé, d'essayer de parrainer au moins une association en banlieue. Puisqu'on s'aperçoit que nous avons une très riche société civile, très ancienne, très ancrée, mais finalement, elle aussi, assez coupée de ces tentatives dans ces lieux, pour l'instant, d'exclusion, mais qui cherchent à faire partie de nous. Et donc, moi, j'ai bien aimé cette espèce de volonté de se prendre en charge, ne pas laisser seulement au pouvoir public l'idée qu'on peut faire tissu. Et après tout, s'il peut y avoir des parrainages beaucoup plus systématiques avec ces associations de banlieue, je crois qu'on avancerait. Une chose sur la police, si je peux. C'est une expérience à Calais qui m'est fait songer. Il y a la bavure policière. Bon, est-ce qu'on saura la vérité? C'est extrêmement difficile. La presse, effectivement, s'est précipitée dans un certain sens. Les élus de différents bords ont beaucoup chargé la police. Je ne cherche pas à rentrer là-dedans, mais il y a bavure. Il y a une violence de fait importante. Et quand on voit ça, il faut se demander si l'organisation générale de la police a suffisamment pris en compte la difficulté de ces métiers, et donc le type de policiers qui peuvent être engagés sur ces terrains, s'ils ont reçu des consignes précises, si lorsqu'ils sont chargés, là c'est une opération de dépistage et même d'arrestation de responsables, de dealers, est-ce qu'ils sont pourvus d'un équipement à la fois mental, mais aussi administratif, qui leur permettent de faire face à des situations d'imprévu? Je ne pense pas. Et souvent, lorsqu'il y a bavure policière, il ne faut pas
nécessairement seulement incriminer les petits acteurs, mais il y a aussi une question qui est posée, je pense, à l'ensemble de Du l'organisation reste, de il y la a un police. syndicat de policiers qui a écrit en disant qu'on ne devait pas aussi sous-estimer la C'est ça. violence de ce qu'endurent les policiers et leur Tout à fait. extrême Tout à fait. épuisement. Pierre-Marie, on ne vous a pas encore entendu. Ben oui, parce que je rejoins un peu ce qui a été dit, même fondamentalement dans certains domaines, vous parlez en tant que chrétien et de l'action qui est menée par des groupes chrétiens à l'intérieur de ceux que je connais bien, que je vois tous les jours, parce que j'habite là, moi. J'habite entre le Val-Forêt et les Mureaux. Donc j'ai un peu l'habitude. J'ai des enfants qui étaient en classe, en terminale ou en première au lycée des Mureaux, où il était le seul, avec 500 guillemets, français de souche. Le seul. Il n'y en avait pas deux dans cette classe. Et on lui a donné son bac. La prof lui a dit, écoutez, vous parlez français, je vous mets 18. En truc de géographie. Comme ça. C'est bon à savoir pour nos enfants. Je connais Un bien bon ça. filon, hein. Je connais les enfants qui sont en scooter à 80 km/h et où on tend des filets de trucs pour les faire tomber du scooter et pour piquer le scooter. J'ai vécu ça avec 12 enfants dans mes choses-là. Alors, il y a le consensus du rêve et puis il y a la réalité. Et moi, mon expérience sur place, etc., et de dire qu'il y a deux mondes maintenant. Et qu'il y a une guerre des mondes. Oui, mais comment on fait pour en Et il y sortir? a une guerre des mondes et que les solutions, toutes les solutions associatives, etc., évidemment, c'est ce qui donne encore sens à la vie, c'est ce qui fait qu'on peut se regarder dans la glace quand on se rase le matin. C'est tout ça, évidemment. Mais les solutions, elles sont introuvables tant qu'on aura une vision idéologique des choses. Tant qu'on ne parlera pas du réel. Il n'y a pas de solution tant qu'on refuse de voir un certain nombre de réalités. Vu que toutes les solutions, on les calcule sur des postures électorales, sur des postures de bienfaisance globale, etc., etc., etc. Et toutes les solutions sont par rapport à ça, pas par rapport à la réalité qu'il y a vraiment sur le terrain. Je vous donne juste un exemple. J'ai pris en stop un jeune homme qui avait 22, 23 ans, fils de la première génération, d'une des dernières générations qui venaient en France, parce qu'on a les usines de Poissy, les usines des Mureaux, etc., de Renault, de Peugeot, etc. Voilà. Si je le prends en stop, je lui dis, tu travailles, machin, pour aller à Paris. Et il me dit, bah non, on n'a pas de boulot, on n'a pas de truc, machin. Je lui dis, bah tu viens, truc, je te donne... je rentre dans l'entreprise et il y avait une place de magasinier, on lui a donné sa place. Et puis, tout à coup, à un moment, je le vois plus. Parce qu'il me saluait quand je venais, il m'avait fait un petit cadeau, tout, enfin sympa. Et tout, je le vois plus, donc je demande à mon directeur administratif où il est passé. Ah ben, on a été obligé de le virer parce qu'il venait, il venait plus pendant une semaine, et puis il revenait après, etc., etc., etc. Moi, je ne déjuge jamais un de mes employés, puis lui, il doit faire marcher la boîte, c'est son job, et il la fait marcher comme il l'entend. Il se trouve que en stop, je retombe sur le gars. Je le reprends, et je lui dis, bah alors qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis je voyais qu'il avait des ecchymoses et des trucs comme ça. Il m'a dit, ils lui ont cassé la gueule parce qu'il rentrait dans le système. Parce qu'il allait travailler un truc. Dans sa cité, ils avaient fait amocher les trucs pour ne plus retourner travailler. Mais c'est juste, Pierre-Marie, ce que tu dis, c'est qu'il y a... C'est effectivement, quand même la réalité. Oui. Et c'est la Oui, réalité oui. d'une détestation, je pourrais là Oui. vous amener un de mes fils qui était au lycée des Mureaux et tout, d'une détestation, même ses amis intimes avec lesquels il jouait, d'accord, vont faire le djihad, vont faire les trucs d'une détestation. Mais une vraie détestation, une haine féroce C'est contre tout ce que nous représentons. Mais Ça, il pour faut le autant- savoir. Et tant qu'on n'aura pas vu ça, tant qu'on nommera pas les choses, il n'y a aucune solution possible. C'est-à-dire que ça se terminera par une vraie guerre des mondes. Et sur les faits même dont on a parlé, je voudrais quand même dire que moi j'ai vécu la police avec les jeunes, j'ai vécu pas mal d'événements dans ma vie, surtout mes 68 où j'étais à la Sorbonne avec les groupes qui faisaient les choses, etc. La manière dont j'ai vu la presse raconter les choses et ce que j'ai vécu, à chaque fois que ça m'est arrivé, me fait dire que quand on me raconte ce qui s'est passé ou du côté policier ou de l'autre côté,
Ça, on ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé, c'est Oui, impossible. mais Pierre-Marie, la vie, c'est pas que du Pirandello. Il n'est pas vrai qu'il soit impossible de rechercher une vérité dans les faits que nous traversons. J'ai interrompu parce que je voudrais te rejoindre sur un point. Tu as vraiment insisté sur le fait qu'il fallait, autant que possible, partir du réel, et notamment du réel vécu par les personnes. Moi, ça me touche. Notamment parce que nous célébrons ces temps-ci l'anniversaire d'un grand homme, Joseph Brzezinski, qui est l'auteur d'un changement très profond dans la manière d'aborder les questions de pauvreté et d'exclusion. Et ce changement, c'est que rien ne peut se faire d'efficace, de durable, pour les uns et pour les autres, ceux qui sont exclus et ceux qui sont inclus, les deux mondes dont tu parles, si on ne fait pas participer, si l'on n'écoute pas ceux qui vivent dans la pauvreté et l'exclusion. Et d'une certaine manière, vous vous rejoignez. Mais simplement, lui donne une issue par rapport à ce que tu appelles la guerre des deux mondes. Il y a une issue possible. Ce monde qui se sent humilié, qui se sent dans une hostilité totale, à partir du moment où commence à se nouer un processus dans lequel il peut exprimer ce qu'il vit et être pris en compte dans les politiques qui le concernent, ces politiques sont transformées. Non, mais je le crois volontiers, à condition qu'on nomme les choses. Oui, si tu veux, bien sûr. Qu'on nomme vraiment les choses. C'est ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'il y a toute une idéologie bien pensante qui empêche de nommer les choses. Et à partir du moment où on ne les nomme pas, on ne peut pas trouver de solution. C'est tout ce que je voulais dire. Alors je rentrerai pas dans les choses qu'on ne nomme pas, parce que tout de suite, on va rentrer dans des débats extrêmement difficiles, où là, il faudra avoir vraiment le temps de tout qualifier, chaque mot qu'on emploie, sinon on va être suspect de je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais je pense que si on est chrétien... Donc je dis que de ce que j'entends moi, de ce que je vois, et de ce que j'entends moi, Oui. on cherche des solutions à des problèmes qui ne sont pas les problèmes qu'il y a réellement. Et donc, on ne trouve pas de solution. Je voudrais quand même revenir sur le terme d'humiliation. Il y a des humiliations sociales, évidemment, qui existent en France, qui ne touchent pas que les banlieues, qui touchent aussi, on parlait des périphéries tout à l'heure, la France périphérique, cette France décrite par Christophe Guilly, qui est différente et dont on parle moins, et qui vit aussi une humiliation, un déclassement terrifiant. Concernant les banlieues, si on appréhende la question sous l'angle de la victime humiliée, je ne suis pas sûr qu'on soit dans la bonne direction, parce que c'est une sémantique qui sert un système qui est en place. Je ne suis pas convaincu que les jeunes des banlieues dont on parle se sentent au quotidien particulièrement humiliés. Ils vivent dans une société différente, avec des règles différentes, avec des médiations, des régulations, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est ça, cette réalité. Cette réalité que Pierre-Marie a décrite, il ne faut pas l'ignorer. Elle est celle aussi décrite par la Brigade des mères. Tu as parler des pères, la Brigade des mères, qu'on écoute ce que disent ces femmes de la Brigade des mères. Ce que je dis, ce qu'a dit Pierre-Marie, semble presque modéré par rapport à ce qu'elles disent, par rapport aux politiques publiques, au clientélisme, etc., à la victimisation. Elle dit on a transformé nos enfants en victimes, on leur a offert le statut de victime sur lequel ils sont précipités, on ne peut plus les éduquer, etc. Ils se retrouvent avec les trafiquants, mais ce sont des mères de famille qui parlent. Il y a des familles qui crient au secours et qui veulent qu'on les aide à éduquer des enfants. Parce qu'il y a un moment où si on ne peut plus éduquer des enfants, on ne peut plus rien faire. Il faut des hommes pour ça. Il faut aussi des hommes, bien sûr, pour ça. Je parlais de ce père de famille, je pense qu'il est dans la mauvaise direction. De temps en temps, mais sur ce plateau, je ne vais pas me battre sur ce sujet. Non, mais effectivement, j'avais un peu sursauté aussi quand Tugdual a parlé de l'absence des pères, qui est relativement connue pour toutes sortes de raisons. Ils travaillent, ils sont fatigués, ils ne sont pas là. Mais alors effectivement, là, on parle beaucoup plus du rôle des mères. Il y a eu un article il y a quelques jours dans un grand journal du soir. Puis aussi, on sait maintenant, en sociologie un peu de l'islam, que la transmission de l'islam se fait fortement par elles, contrairement peut-être à ce qu'on pensait à un moment, parce qu'on ne les voyait pas trop, elles semblent plus ou moins absentes du paysage, mais en fait, c'est elles qui sont assez fortement derrière leurs garçons et leurs filles pour la transmission de l'islam. Alors quel islam, c'est aussi un peu une question qui est compliquée, mais effectivement, j'aurais aussi j'ai un peu des doutes en même temps sur cette... Si les maires prennent trop d'importance dans cette affaire, j'aurais aussi quelques doutes, parce que...
Là, ce sont des mères qui réagissent. Hein, Voilà, qui elles crient réagissent. leur Parce que là, désarroi. on a carrément dit que, alors on les appelle les daronnes, paraît-il, hein, enfin, ou leurs enfants eux-mêmes les appellent les daronnes, et alors qu'elles auraient joué un rôle de tampon important là dans les violences récentes, hein, qu'elles ont empêché certaines manifestations. C'est intéressant, je trouve, et en même temps, on regrette quand même les pères absents. Quoi. C'est la question de l'autorité que vous posez, parce que la police, les pères, le rapport à l'institution, Oui. c'est la question de la légitimité d'une autorité. C'est un gros problème qu'on se pose la question que c'est la police qui a tort, c'est la police qui n'a pas tort, c'est les pères qui ont tort, c'est les pères qui n'ont pas tort. Enfin, les types qui cambriolent une banque, peut-être que la police n'a pas tout à fait les bonnes méthodes contre les mecs qui cambriolent une banque, mais ils cambriolent une banque quand même, c'est quand même eux les délinquants. Faut pas. Il y a un moment, il y a un type de discours qui empêche de trouver des solutions, des solutions vraies. C'est-à-dire de qualifier, les choses pour qu'elles sont. C'est pas ce que disent nos amis. Non, ce n'est pas celui qui tient, évidemment. La gueule de flic, c'est de la délinquance. Non, mais ériger tous les fauteurs de troubles et tous les jeunes de banlieue en victimes, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la solution. Sauf qu'il y en a qui travaillent, qui s'en sortent très bien. Et d'autant Moi plus aussi, je suis près des Mureaux, il y en a qui fait. montent des pizzas, etc. Il y a évidemment une quête d'autorité très forte. Guillaume, s'il vous plaît. Pardon. C'est pas ça. Je dirais le point de départ d'un cercle vertueux consiste à pouvoir, dans ces quartiers, à travers les multiples institutions qui s'y trouvent, ce ne sont pas des déserts, ils ne sont pas relégués, comme le dit parfois. Il y a énormément d'institutions qui sont de ces quartiers. C'est de pouvoir à la fois instaurer une autorité respectable, éventuellement capable de punir. Et on a parlé de police de la proximité, mais il y avait la possibilité aussi d'une justice de proximité. C'est tout à fait nécessaire. Et aussi, en même temps, de considérer que ces jeunes, dans leur immense majorité, aspirent à devenir quelque chose aux yeux de la société qui les entoure. Oui, ils sont des candidats à s'intégrer dans notre société. Je le crois profondément. Et si on n'a pas ce projet avec eux, l'autorité elle-même ne suffira pas. Non, On ne va pas vous réconcilier là-dessus, mais ils sortent du quartier pour je monter une pense petite que c'est affaire, pas à la travailler, hauteur du problème. mais Je ils pense sortent du que vous quartier. dites, est ce qui donne du goût à la vie, de ce qui est formidable, de ce qu'on a envie, qui marche, et que ça marche. Mais malheureusement, le problème tel que nous on le constate, il est hors limite. Hors limite, c'est comme quand Fukushima, tout à coup, ça se met à vous dire, vous pouvez balancer de l'eau dessus, faire tout ce que vous voulez, le réacteur nucléaire vous saute dans la gueule. Et je pense, moi, qu'on est arrivé à ce moment-là où c'est hors limite, c'est-à-dire toutes ces bonnes actions merveilleuses dont on souhaite que ça marche. J'ai peur, je crains. Je crains que ce soit dépassé. Pierre-Marie, comme chrétien, d'abord, on est tenu par l'espérance, donc on lâche pas l'affaire. Pardon. Quand le cercle vertueux devient un cercle vicieux au point que nous risquerions de tomber dans la désespérance, Philippine, au fond, je pense que c'est des signes qu'il faut. C'est des signes de présence. Alors je sais bien que ça ne répond pas forcément à... Ça ne résout pas les problèmes, mais ça ouvre des chemins. Voilà, les chrétiens, en tout cas, doivent poser des signes de paix et doivent... Enfin, je pense qu'un des signes du christianisme le plus révolutionnaire, c'est l'amour des ennemis. C'est l'amour des ennemis, l'amour de ceux qui nous font peur. Reconnaissons que dans ce système, il y a énormément de peur. Énormément. Moi, j'ai quelques amis, d'ailleurs. Moi, j'ai un auteur qui s'appelle Olivier Roy, enfin, puisque je suis aussi éditeur. Hein, alors, Olivier Roy, il insiste toujours sur le fait de dire mais il faudrait voir ce qui est déjà réalisé, c'est-à-dire le grand nombre de ceux qui sont intégrés quand même. Hein. C'est-à-dire on a toujours le regard fixé sur la part effectivement très difficile de la non-intégration qui est importante et puis qui provoque de la violence. Lui, il insiste toujours, alors ça lui fait beaucoup de difficultés, il a beaucoup d'ennemis pour dire que justement il nie la réalité. Hein. Donc les discours sont très très différents aujourd'hui. Hein. Vous avez peut-être vu que ce matin, Véronique Fayet, au nom du Secours catholique, a interpellé justement les candidats à la présidentielle. Après, en plus, un autre clash, mais cette fois à Calais, entre l'installation de douches de secours du Secours catholique et puis les mesures de rétorsion de la mairie, puisque ça se faisait dans un cadre non autorisé. On ne va pas avoir le temps de parler de la campagne, et puis beaucoup de gens s'en chargent tout autour, épisode par épisode, ou micro-épisode par micro-épisode. Mais j'aimerais simplement avoir vos sentiments aux uns et aux autres sur le stade où nous en sommes à quelques semaines de l'élection présidentielle. Est-ce que ce sera pour vous, au bout du bout, l'occasion quand même d'un débat ou d'une réflexion sur ce qui tient la société française ensemble et sur l'hypothèse d'un projet commun ? La campagne présidentielle ?
Quelle La campagne campagne, puis l'élection, puis les législatives à suivre. Est-ce qu'il y a une campagne Ouais, est-ce qu'il y a une campagne? Parce que moi, j'ai posé la question à mon fils qui a 20 ans hier, à table, je lui dis, que penses-tu de la campagne électorale? Il me regarde, il me dit, c'est pas une campagne c'est plus une campagne électorale, c'est la télé-réalité. Hein. Et là, on est dans l'absence de débat, précisément, et de débat de fond. Et je pense qu'on assiste à une décomposition de la chose publique qui est très importante et qui est majeure. On dit que les deux partis dits de gouvernement pourraient être absents du second tour, nous verrons bien. Mais toujours est-il qu'on parle de recomposition, c'est-à-dire de renouveau politique autour d'une recomposition. Parfois, je me demande si la recomposition se fera autour du clivage droite-gauche ou d'un nouveau clivage, etc., des partis qui bougent, qui changent, une nouvelle gauche, une nouvelle droite ou je ne sais quoi. Parfois, je me demande si la recomposition ne sera pas, à un moment ou à un autre, la recomposition des élites, et s'il ne faut pas nous préparer d'ores et déjà une sorte de recomposition des élites de la France face à la faillite de la chose publique, la faillite de l'éthique du débat public. On est dans quelque chose qui ressemble en effet à la télé-réalité. On a l'impression que les caméras et les micros sont rentrés même chez les juges, chez les enquêteurs. On ne peut plus avoir une audition d'une personne dans une affaire, qu'il s'agisse de Théo ou de l'affaire Fillon, sans que le procès-verbal se retrouve dans les médias, ce qui est grave, parce que nous parlons de faits divers, en effet, nous jugeons et nous portons des appréciations sur des éléments qui sont des éléments partiels. Voilà un exemple. Mais moi, je crois qu'il y a un engrenage de décomposition de la chose publique et qu'il faut penser l'avenir en termes de recomposition, mais un tournant au niveau des élites et de la prise de conscience de chacun que nous avons un rôle civique à jouer dans une véritable recomposition de la chose publique. Si je peux rebondir sur Guillaume de Prémard, mais très brièvement. Sans lui faire mal, alors. Non, il se rassure. Oui, il y a cette espèce de sentiment pour moi d'un immense gâchis. Un immense gâchis d'énergie. J'arrête pas de dire ne misez pas trop sur un leader providentiel, arrêtez de dépenser toute votre énergie. Et je crois que je finis par dépenser, moi, une énorme énergie à regarder, à compter les coups sur des choses qui ont fini par se décaler du projet pour la France et qui est devenu un combat de coq, un combat où le mensonge, c'est-à-dire la dissimulation, finit par s'insinuer par tous les pores de la peau d'une bonne partie de la classe politique. Et je comprends, y compris de certains de mes amis, où je me dis, mais comment se fait-il qu'ils soient conduits finalement à ne plus dire la vérité, mais seulement ce qu'il faut dire dans les éléments de langage qui ont été stratégiquement décidés pour parer les coups ou pour faire des attaques. Donc, par rapport à cette campagne, qui n'en est pas, à mes yeux, véritablement une, j'ai envie de dire qu'au moins nous puissions mettre autant d'énergie autour de nous, à proximité encore, pour introduire, pour favoriser ce que Václav Havel appelait la vie dans la vérité. C'est-à-dire qu'au moins on se console de la vacuité de ce qui se passe par une action concrète, ici et maintenant, de terrain, qui peut-être rejoint les préconisations de Guillaume, dans le sens où le tournant politique viendra d'un tournant culturel. Et une société liquéfiée, par bien des égards, où il n'y a plus de ressorts solides, y compris en termes familiaux, parce que c'est la famille qui tient quand même la société, eh bien, il faut que quelques-uns, par leurs initiatives, transforment la chose publique autour d'eux. C'est-à-dire que je suis un responsable politique si j'ose l'ouvrir pour la justice dans mon environnement personnel, là où je travaille, dans ma famille, dans mon village ou dans ma ville. Et au moins, je dirais, on se console du spectacle qui, moi, je dois le dire, me met en colère quand je vois le gâchis d'énergie, y compris médiatique, qu'il y a sur cette campagne aujourd'hui. Il nous faudra de nouveaux leadership aussi. Il faut que tu te prépares. Il nous faudra de nouveaux leadership. Bon, je ne suis pas du tout en désaccord avec ce qui a été dit. Enfin, ça fait partie du tableau d'ensemble de la situation qui est vraiment devenue archi compliquée. Moi, je trouve quand même, dans l'affaire dont nous parlons, disons l'affaire de M. Fillon, ce qui me paraît quand même grave finalement, c'est que le candidat au fond, qui avait été élu presque sur sa qualité éthique, sur sa droiture, sur son honnêteté, etc., soit la ligne de mire principale du problème, quoi. C'est-à-dire soit le problème, en quelque sorte. Et on verra ce qui est vrai dans les accusations qui sont portées contre lui, mais je trouve on en est là, quoi, de fait. Et là, je ne vois pas comment en sortir. Moi, je pense personnellement que... Enfin, là, je vais prendre une piste de position, mais après tout, nous sommes entre nous, n'est-ce pas? Personnellement, je pense que pour les raisons précisément pour lesquelles il avait été élu, il aurait dû se retirer. C'est-à-dire de dire, voilà, je suis à un point tel que je laisse de nouveau le champ ouvert à la parole politique, et donc, effectivement, à la compétition... qui ne soit pas complètement, comment on dit, complètement empêché
par ma propre situation. Enfin, voilà ce que je pense. Mais ça se discute, je reconnais, on est en politique, hein, les opinions s'affrontent, mais je trouve la gravité de ce qui se passe me paraît être un peu là tout de même, quoi. C'est-à-dire que celui qui est quand même sorti vainqueur et grand vainqueur de la primaire, il est en partie sorti pour les raisons qui sont son problème aujourd'hui et qu'il continue de ne pas régler d'une certaine manière. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est pas donner à l'affaire Fillon une trop grande importance? Et effectivement, elle est tout à fait dramatique, elle perturbe comme on n'a jamais vu une élection présidentielle, enfin de ma mémoire. Mais en même temps, du coup, ça efface des choses positives que ni Guillaume ni Tugdual n'ont bien voulu noter. Il y a eu 2 primaires qui n'étaient pas médiocres. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat politique de qualité. On ne peut pas dire que, au moins... Oui, mais Jérôme, on sort effectivement l'homme qui a été le plus brillant, à la limite, dans la primaire, et qui est le plus convaincu. Oui. Mais d'une certaine manière, on ne sort qu'un homme, c'est-à-dire on sort un vainqueur. Mais est-ce qu'on sort un présidentiable? Enfin, je ne sais pas. Je trouve qu'il faudra quand même revoir fortement les histoires de primaire. Hein, est-ce que ça ne risque pas de discréditer la primaire, justement, à l'arrivée? C'est un grand malheur, ce qui est arrivé, même si moi je ne suis pas un lecteur de Fillon. Je considère que c'est un grand malheur, je le ressens comme ça aussi. Un énorme malheur, même de considérer que celui qui a été élu aux premières des Républicains puisse perdre. Comme un joueur de tennis qui perd parce qu'il a une entorse. C'est absolument pas normal, quoi. Oui, quelque chose qui est tout profondément choquant. Mais en même temps, il y a encore 2 mois de course présidentielle. Madame Le Pen vient d'exprimer de manière très détaillée son programme. On ne peut pas dire qu'on ne connaisse pas le programme du Front National. Il est exposé avec beaucoup de clarté. Monsieur Macron va exposer le sien dans quelques jours, le 22 février. Il sera à peu près complet. Il a déjà dit quelques bêtises. Oui, mais en fait, sujets, il n'a pas peut-être dit des bêtises, mais enfin, on parlait de savoir s'il n'y avait pas... En tout cas, il a animé le jeu médiatique. S'il n'y avait pas de débat de programme, il va y en avoir. Il va y en avoir, et au fur et à mesure qu'on avance, les grands débats télévisés auront lieu, et moi j'ai une certaine confiance dans l'intérêt que les Français portent à la question politique. Oui. Et c'est aussi notre regard, notre façon d'être lecteur, qui consiste à accorder ou pas une influence démesurée à cette affaire dans l'affaire. Oui. Pierre-Marie. Encore une fois, je ne suis pas un lecteur de Fillon. Contradiction, vous avez remarqué, donc je ne peux pas m'empêcher, là, il ne faut pas exagérer quand même, les types tout blancs et tout ça, vous voulez que je contrôle un peu toutes vos déclarations fiscales ou salariales ou trucs machin, etc. Bon, je crois qu'ici, vous pouvez y aller assez non, mais je veux dire par là, c'est que plus notre société est pourrie de par l'élection présidentielle. Oui, mais je parle d'élection présidentielle. Plus notre société est pourrie, premièrement, plus elle est exigeante envers tout le monde qui n'est pas soi-même. C'est-à-dire, on n'est pas exigeant avec toi. Soit on se permet tout, les pires abominations d'aller regarder du porno sur truc, on se permet tout. Par contre, le gars qui se présente là, alors là, lui, on va lui regarder le petit poil du cul qui est mal mis, etc. Non, mais c'est exaspérant quand même. Il y a un côté. Et oui, pardon, si on avait choisi les apôtres qui étaient tout blancs, tout nets pour annoncer l'Évangile, on n'aurait pas l'Évangile qui nous a été transmis. Il ne faut pas non plus être trop exigeant. Deuxièmement, je remarque dans le cas Fillon quand même, jusqu'ici, il n'a pas été prouvé que c'était une prise illégale d'intérêt. Ça n'a pas été prouvé. On n'a pas encore prouvé que sa femme ne faisait vraiment rien. Il y a une enquête en cours. Non, on ne l'a pas prouvé. Il y a une enquête en cours. Donc on ne l'a pas prouvé. Donc tout ce qu'on dit en allant dans ce sens-là, c'est-à-dire en faisant comme si, et c'est malheureusement, il me semble, ce qui a été dit ici, comme si c'était prouvé, ça s'appelle de la calomnie en langage chrétien. Et on doit le réparer. Mais si, ça s'appelle la calomnie. Mais je finis. Je n'ai pas dit ça, mais Et la deuxième chose, c'est que moi je vois l'affaire Fillon, on peut la voir aussi d'une manière plus bienveillante. Mais ça ne veut pas dire que c'est exactement ce que je pense, parce que le coup de Gaulle n'a pas été mis en examen, je l'ai entendu, et ça m'a choqué après que le truc. Mais quand même, plus bienveillante, c'est-à-dire d'une civilisation que moi j'ai connue, hein, où l'homme travaillait, la femme restait à la maison, s'occupait des enfants, s'occupait de tout. Et l'homme travaillait énormément, énormément. Comme c'était le cas de Fillon, comme ça a été mon cas d'ailleurs pour ma famille. Et à ce moment-là, le seul moyen de garder une unité dans le couple, de vivre ensemble, etc., c'est de faire travailler sa femme avec soi, souvent comme il y a les enfants, comme il y a le reste, avec des petites magouilles
légère, etc. Mais le but à obtenir, c'est quand même de garder le couple et de garder l'unité de la famille et de garder la chose Mais comme ça. Pierre-Marie- Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas méprisable. Mais non, parler mais ça, personne ne lui reproche. Enfin, je Moi, crois. je n'ai pas parlé de l'affaire, hein. J'ai parlé de la campagne qui était tuée. C'est nous-mêmes, C'est nous plus la tombons en campagne. piège. Il y a plus de, on est là-dessus. On est obligé d'être là-dessus parce qu'on Moi, je n'est crois pas. pas qu'on accablait Fillon C'est- tout à l'heure. c'est- Non, ça, c'était pas particulièrement ça. hein. C'est le rôle du Moi, je système suis accablé politique, par ce qui se passe, pas du par parti lui. politique Les Républicains, de Oui, traiter c'est le ça. problème qui J'ai vient. mal compris. Chers amis, Pardon. il nous reste à peine Oui. 2 minutes. Et comme on a traité quand même des sujets qui, à la fois, même si Jérôme nous a beaucoup encouragés à l'espérance, et puis vous tous aussi, c'est quand même des sujets un peu difficiles. On est dans un climat assez morose. Oui. J'aimerais que vous nous disiez, alors très très brièvement, mais pour qu'on reste là-dessus, un motif de joie que vous avez en ce moment ou un motif d'espérance que vous avez croisé ou constaté récemment. Bah, si on se réfère au débat qu'on a eu, au sujet qui nous occupe, c'est le développement des écoles Espérance banlieue, parce qu'il y a à la fois une réponse éducative et en même temps une réponse culturelle. Et je pense que si c'était une politique publique de grande ampleur, on ferait quelques grands pas en avant, en complément de toutes les initiatives dont a parlé Jérôme. Très brièvement. Non, là, Je laisse la parole à des Bon, espérants. moi, je vais y aller alors. Oui, moi ça rejoint ce que dit Guillaume. Des milliers et des milliers de jeunes sont tombés amoureux du bien commun et s'engagent, quitte d'ailleurs à se désembourgeoiser, comme on disait en 68, dans des lieux où ils sont là pour l'humain, pour transformer l'humain, auprès notamment des plus fragiles. Ça me réjouit beaucoup, parce que je pense qu'il y a eu un tournant, notamment chez les chrétiens, et qui donne des fruits, je le vois dans les générations qui me suivent, et ça me réjouit. Pierre-Marie, un motif de joie récent, quelque chose qui vous fait espérer? À mes petits-enfants. Eh ben voilà. À mes petits... Et alors, parmi mes petits-enfants, alors là, on n'a pas le droit, hein, je fais du sexisme, mes petites filles. Elles sont absolument merveilleuses. Elles voient la vie d'une façon qui est pleine d'espérance, de bonheur. Elles transmettent le bonheur autour d'elles, etc. C'est une vraie merveille. Jean-Louis. Non, bon, comme je suis retourné, si on peut dire, dans la vie intellectuelle avec esprit, je constate quand même que, au fond, dans la vie intellectuelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire, plus les choses se corrompent, plus quelque chose naît, quoi. Des réflexions nouvelles, il y a des réflexions sur le commun. Et effectivement, il y a des jeunes intellectuels, nous on le voit un petit peu, pas beaucoup, je dois le dire, hein, n'exagérons pas, qui se réintéressent à Mounier. Hein, donc, quand même, voilà, on constate, c'est pas grand-chose, mais il y a de nouvelles réflexions. On sort un peu peut-être de Foucault, de Sartre. Et c'est peut-être pas mal, après tout. Oui. Jérôme. Mon sujet personnel de joie et même d'étonnement, c'est de voir comment les jeunes générations, bon, bien sûr il y a des exceptions, alors qu'on pourrait penser que tout leur est contraire, prennent à bras-le-corps le présent et l'avenir, qu'elles prennent leur place, sans s'embarrasser de ce qui pour nous sont des impasses et des obstacles. Je le vois par exemple au Conseil économique, social et environnemental, une instance normalement tout à fait endormie, mais il y a eu un afflux de jeunes, notamment venus du monde associatif, des scouts et guides de France, et qui sont en train de transfigurer cette institution. Et ils n'ont pas peur, ils ne se laissent pas arrêter par les mêmes craintes que nous, et ils font pencher la perspective de la démocratie dans le sens de l'ouverture. Pour moi, c'est le grand débat. Est-ce que nous voudrons continuer d'être des démocrates, mais en même temps ouverts? Et là, je pense que la jeune génération dit oui. Si je peux juste confirmer une chose que je ressens aussi, c'est que je trouve souvent que nous, enfin moi, je suis plus pessimiste que les jeunes de 20 ans et de 25 ans. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait Alors vrai. Heureusement Oui, mais qu'eux, ils ont la vie devant Oui, eux. mais je suis moins dans la crise. Enfin, ils en ont peut-être moins vu que nous. Oui, mais eux, ils sont dans la crise, je trouve. Moi, je le suis beaucoup moins. Et au fond, je désespère pour eux, presque. Enfin, Oui, c'est vrai. Non, tout à fait vrai. Mais on le voit, je reviens juste à l'ETIA pour dire un truc, qui est quand même frappant, c'est qu'on a vu surgir des masses sur les réseaux sociaux de jeunes, etc., qui tout à coup gonflent nos statistiques de jeunes qui, statistiquement, dans les enquêtes d'opinion, dans les trucs, les machins, chrétiens, donnés, etc., qui n'existent pas. Et pourtant. Ça, c'est une grande, écoutez, grande merci. espérance, quand même. Mais Nicolas Hulot leur a rendu hommage il n'y a pas longtemps. Oui. Justement, au Conseil économique et social, pour l'anniversaire de Brzezinski, il a fait un discours remarquable, paru dans le journal du dimanche. 13 millions de Français engagés, parmi eux, un quart de jeunes. Donc ne disons pas que nous ne sommes pas une nation solidaire. Tout à fait. Merci infiniment à tous les 5 d'être venus. Et puis peut-être que le mois prochain, du coup, j'inviterai vos enfants. En tout cas, merci infiniment et de nous avoir aidés à nous souvenir
de ne pas avoir peur. Merci beaucoup et bonne soirée. Je rappelle que vous pouvez réagir, vous aussi, à cette émission à l'adresse deoetdebat@ktotv.com. À très bientôt.